Donc bonjour à tous, Jérémy Jost, animateur du réseau RedCap et chargé de projet à l'Institut de l'élevage. Je vais être votre accompagnant lors de ce parcours pédagogique sur les métaies grains. Donc dans cette première session, dans ce premier module, nous allons aborder ce qu'est un métail grain, quels sont ses avantages et également comment nous avons mis en place un dispositif innovant pour construire des recommandations pour les éleveurs de chèvres de Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire qui souhaitent utiliser ces savants mélanges qui dévoilent beaucoup d'atouts. Donc ce travail a été réalisé dans le cadre du réseau RedCap avec l'ensemble des partenaires techniques, à la fois éleveurs, conseillers et structures de recherche et de formation que nous avons en Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire, ainsi qu'avec le soutien financier de l'Europe, de la région Nouvelle-Aquitaine, de la région Pays de la Loire et du Brillac. Donc tout d'abord, revenons sur ce qu'est un métail-grain. Donc un métail-grain, c'est l'association de une ou plusieurs céréales avec une ou plusieurs légumineuses, encore communément appelées protéagineux. Ces céréales et ces légumineuses, au lieu d'être cultivées séparément, vont être cultivées ensemble au sein d'une culture qui va être annuelle, qui va être moissonnée durant l'été pour produire un aliment concentré qui pourrait être apporté aux chèvres. Ses utilités et ses intérêts sont multiples. Ils sont à la fois de l'ordre de l'agronomie et également de la zootechnie. Donc d'un point de vue agronomique, le fait d'associer des céréales avec des légumineuses va permettre d'avoir une complémentarité pour la fixation de l'azote. Les céréales vont fixer l'azote minéral présent dans le sol, tandis que les légumineuses vont être capables d'absorber l'azote atmosphérique et ne seront donc pas, entre guillemets, en compétition sur l'azote avec les céréales, ce qui fera une belle complémentarité et limitera les besoins en azote au niveau de la culture. Les légumineuses vont également avoir un apport au niveau de la rotation, puisqu'ils vont permettre un relargage d'azote pour les cultures suivantes. Ça va également permettre de diminuer les traitements et les apports en produits phytosanitaires, en engrais minéraux, etc. Puisque les légumineuses et les céréales vont diversifier la culture qui va être proposée, donc la culture va être entre guillemets moins sensible aux maladies, aux ravageurs, etc. Ça permettra également d'avoir une meilleure souplesse d'exploitation, notamment au niveau de la moisson, où on aura un peu plus un intervalle de fenêtres pour moissonner un peu plus large. Et puis également, ça va permettre une meilleure stabilité du rendement sur plusieurs années. En élevage, les intérêts sont d'ordre multiple, avec notamment un potentiel confort de l'autonomie alimentaire et de l'autonomie protéique. Le métail-grain, c'est un aliment qui est bien valorisé par les chèvres, qui apportera de l'azote et de l'énergie. C'est un aliment qui est assez bien équilibré, puisque potentiellement il peut apporter un UFL et 17, 18, 19 points de MAT. Et puis enfin, c'est un aliment qui est consommé graine entière par les chèvres. Techniquement, pas besoin de faire un traitement mécanique ou autre pour qu'il soit consommé par les chèvres. Pour apporter quelques arguments supplémentaires par rapport à l'utilisation de mélange, je vous propose juste de regarder ces deux graphes qui représentent les rendements et la teneur en protéines de la culture en association binaire, c'est-à-dire une céréale et un protéagineux, dans un même champ ou dans deux parcelles différentes. Donc en abscisse, vous avez le rendement cumulé des cultures en pur, c'est-à-dire cultivé sur 2 fois un demi-hectare pour faire un rendement à l'hectare. Et en ordonnée, vous aurez la même chose sur 1 hectare du mélange de l'association cultivée ensemble. Ce que l'on voit, que ce soit pour la teneur en protéines en bas à droite ou pour le rendement en haut à gauche, ces deux critères, rendement et matière protéique produite, sont supérieurs pour l'association comparée à la culture en pur. Ceci est lié à la complémentarité qu'on a vue précédemment sur la valorisation de l'azote, mais également lié à une notion de compétition entre espèces qui va faire que globalement
Les deux espèces cultivées ensemble vont mieux pousser plus vite que s'ils étaient séparément, d'où le fait d'avoir un potentiel de rendement plus important. En 2015, lorsque l'on a commencé à travailler sur les métailles grains, on en entendait parler par-ci, par-là, par les éleveurs, par les techniciens, mais c'était un bruit de fond, on n'entendait pas vraiment beaucoup parler, hormis chez quelques éleveurs en bio très économes, donc c'était pas forcément très développé. Et donc l'idée c'était de voir quelles étaient les attentes de terrain sur ces métailles grains, est-ce qu'il y avait des questions, et puis quel était le potentiel de développement de cette culture. Donc en 2015, ce qui ressortait lorsqu'on a fait une enquête auprès de 14 éleveurs de chèvres de Poitou-Charentes et de Pays de la Loire, on a eu un rappel comme quoi ces métailles avaient un potentiel pour développer l'autonomie alimentaire de l'exploitation, potentiellement remplacer un aliment complet pour les chèvres, donc une chèvre laitière, et puis que, par exemple, s'il y avait de l'avoine, il y avait moins de chardon dans les parcelles, donc d'un point de vue agronomique, cela pouvait être intéressant. On a également pu mettre en avant certains avantages qui font écho à ce qu'on a présenté précédemment. Donc là, c'est des retours d'éleveurs qui rappelaient que c'était une culture qui était assez simple à conduire. On sème, on récolte, sans besoin de traitement. Qu'on pouvait être autonome et faire des économies à la fois sur les engrais, sur les pesticides, et puis conforter la production d'aliments sur l'exploitation. Que ça permet de sécuriser face aux aléas climatiques et qu'il y avait également des intérêts agronomiques sur la rotation, sur la structure du sol, etc. Bon, en inconvénient, certains éleveurs citaient qu'il y avait potentiellement de la variabilité interannuelle qui pouvait se retrouver sur la composition du mélange moissonné et sur le rendement, que ça demandait un petit peu de technicité au niveau du semis et de la récolte, et puis enfin que la valeur alimentaire était souvent mal. Les attentes qui étaient citées par les éleveurs, c'était notamment de savoir ce que les autres faisaient. Un éleveur sur deux qui a été enquêté aurait bien aimé avoir des recommandations, des références un peu plus génériques. En effet, on s'était rendu compte que il y avait peu d'éleveurs de chèvres qui en produisaient. Donc, entre guillemets, le premier éleveur qui en produisait n'était pas situé forcément très proche. Donc, il y avait vraiment un besoin de mettre en réseau les différents éleveurs. Les autres attentes, c'était la proposition de doses de semis, de mélange clé en main, de choix de variétés qui permettaient d'avoir un métail satisfaisant très facilement, très rapidement. Ainsi, face à ces attentes et à ces questionnements, on a choisi de mettre en place un dispositif original en Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire d'acquisition de référence. Donc pendant 4 années, nous avons suivi, donc entre 2016 et 2019, nous avons suivi 190 métailles qui étaient produits par 75 éleveurs. Donc il s'agit donc de métailles, entre guillemets, de la vraie vie, produits par les éleveurs, récoltés par les éleveurs, utilisés par les éleveurs. Donc il y a à la fois des très bons métailles ou des métailles un peu plus décevants. Mais le fait de capter cette diversité va nous permettre de construire des recommandations qui soient fiables, qui prennent en compte les différents objectifs des éleveurs, les différents contextes pédoclimatiques de Nouvelle-Aquitaine et de Pays de la Loire. Et cette diversité permet également d'identifier ce qui marche et ce qui marche moins bien. Ces données ont été réalisées de façon complémentaire avec des suivis réalisés sur le dispositif expérimental Pâtu-Chèvre à l'INRA et de Lusignan. Et nous avons récupéré chez ces 175 éleveurs des données de mélange semé, doses de semis, choix des espèces, choix des variétés. Nous avons récupéré l'itinéraire technique détaillé qui a été réalisé. Nous avons réalisé le tri des mélanges qui étaient récoltés afin d'avoir la composition du métail en espèces qui a été récolté. Nous avons ainsi pu calculer la valeur alimentaire des métails et faire des analyses biochimiques pour avoir une valeur fiable. Nous avons estimé les rendements qui étaient réalisés. Et puis évidemment, nous avons demandé l'avis à la fois du conseiller et de l'éleveur sur la conduite agronomique et la conduite alimentaire. Vous avez représenté sur la carte la diversité des métails qui ont été suivis en 2016 et en 2017. Sur les 2 années suivantes, on était à peu près sur la même répartition de l'ensemble du territoire. Donc en orange, c'est les suivis. En orange et en vert, c'est les suivis qui ont été réalisés en 2017. Les suivis en vert, c'est uniquement ceux qui ont été réalisés en 2016. Le premier constat et le premier élément à prendre en compte, c'est que 58% des métails suivis sont cultivés en bio ou en conversion, ce qui signifie
et ce qui est entre guillemets logique, que les métailles est une culture d'intérêt forte pour les systèmes bio, mais ça peut également intéresser et servir dans des systèmes qui sont conventionnels. Donc évidemment, je souhaite remercier l'ensemble des éleveurs qui ont participé aux travaux et aux conseillers pour les enquêtes et les tris. Ce parcours pédagogique est le résumé, une autre mise en forme d'une plaquette technique qui est téléchargeable sur le site du réseau RedCap, qu'on vous mettra en accès en fin de présentation. Enfin, avant de passer au fond technique, je vous propose juste de regarder quelles sont les performances moyennes des métailles que l'on a suivies entre 2016 et 2020. Donc il s'affiche progressivement à l'écran. Et bien on voit qu'en moyenne, sur les 4-5 années suivies qu'on a fait, donc plus de 200 métailles récoltées, on arrive à atteindre un rendement de 43 quintaux par hectare et de 18,1% de matière azotée totale dans le quart supérieur des meilleures métailles que nous avons suivies, c'est-à-dire ceux vers lesquels nous avons construit nos recommandations. On voit qu'il y a certes une petite variabilité entre les années, mais globalement, il est possible de faire un métail à plus de 35 cathos par hectare et à plus de 16% de MAT et un UFL. C'est notre objectif et toutes les recommandations qui vont suivre par la suite feront en sorte que vous atteigniez également cet objectif dans vos exploitations.